Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission Libre avec un livre. C'est votre tribune d'échange autour des productions livresques au Bénin. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un jeune qui a produit et mis dans les librairies un livre assez intéressant. C'est un essai, L'ère équivoque, manipulation, jeunesse sacrifiée et révolution en réseau. L'auteur, c'est Nassir Ouourou, que je reçois donc sur ce plateau. Monsieur Ouourou, bonjour. Bonjour monsieur Merci. Tanguy. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation On parlait un peu de votre ouvrage, L'ère équivoque. Pourquoi est-ce que, pour vous, l'ère que nous traversons aujourd'hui est une ère équivoque? En fait, déjà, parce que l'ère équivoque, parce qu'on est dans une période d'incertitude, d'ambiguïté totale et de stress psychologique et mental. Et surtout, ce stress est lié au fait que la jeunesse a été sacrifiée, comme j'aime bien le dire, et manipulée par les pouvoirs politiques. Est-ce que c'est pas un refrain? Non, la jeunesse est sacrifiée. Non, c'est une réalité. La jeunesse, est-ce qu'elle-même se prend en charge d'abord? Est-ce qu'elle est décidée à se prendre en charge? Personne ne sacrifie la jeunesse. Si, la jeunesse. Comment ça? La jeunesse est sacrifiée depuis les années 80 avec les programmes d'ajustement structurel. J'ai vraiment tout détaillé pour expliquer comment la jeunesse a été manipulée, sacrifiée et livrée à elle-même en fait. Oui, mais il ne faut pas s'accrocher justement à ces programmes, je dois dire, d'ajustement structurel, qui sont ponctuels et qui ont répondu dans des contextes précis. Alors que le monde il est dynamique, il évolue. Je suis désolé, mais c'est le cœur même du sujet aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, pourquoi la jeunesse, souvent même les grands économistes de ce monde ont attaqué les programmes d'ajustement structurel. Aujourd'hui, ils ont changé le nom parce qu'il y avait trop de critiques. Tous les économistes du monde ont critiqué ces programmes. Ils ont changé. Maintenant, c'est facilité pour la réduction de la pauvreté, la croissance, tout ça. Parce que c'est pas un bon programme. En fait, c'est un programme qui était destiné juste à réduire la dette, en fait. Donc, c'est un programme qui a imposé des coupes budgétaires, la réduction du budget de l'éducation, la réduction de, de tout ce qui est financement du social, des hôpitaux. Du coup, on est obligé de revenir à ces programmes pour pouvoir repartir les belles en fait. Parce que souvent on dit pour pouvoir régler un problème et trouver des solutions, il faut savoir c'est quoi d'abord le problème. Absolument. Vous voyez, donc moi j'ai essayé d'identifier en fait le problème pour expliquer en fait aux gens comment ces programmes ont été assez néfastes pour notre jeunesse en fait. Et aujourd'hui, voilà, nous voyons le fruit de cette jeunesse aujourd'hui. La jeunesse aujourd'hui africaine, elle ne supporte plus cette pression africaine. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous dans la Méditerranée, ils veulent tous partir en Europe. Et c'est très grave. Or, cette jeunesse, c'est une puissance en fait qu'on doit justement, quand on dit on a sacrifié la jeunesse, on l'a manipulée, etc., je me dis peut-être que la jeunesse elle-même s'est laissée sacrifier, elle s'est laissée justement manipuler. Parce qu'aujourd'hui, quand elle se rend compte que le contexte ne lui plaît pas, elle prend la route de la Méditerranée. C'est une option. Mais jusque-là, on n'avait pas une jeunesse qui avait décidé d'agir ou de réagir. On dit toujours il ne faut jamais dire jamais. Parce qu'il faut toujours qu'un jour, quelques personnes se réveillent pour vraiment commencer par faire la lutte, pour que ça commence peut-être à rentrer dans la tête de nos dirigeants. Parce que en fait, aujourd'hui, pourquoi j'ai écrit ce livre? Je n'écris pas ce livre pour dénigrer qui que ce soit en fait. C'est juste une feuille de route pour attirer l'attention de nos dirigeants, pour leur dire il est temps qu'on pense plus, qu'on mette la politique de la jeunesse vraiment au sommet de l'État pour vraiment décider des décisions très importantes pour donner de la matière à cette jeunesse. Parce que tout à l'heure vous avez dit, oui, cette jeunesse aussi, elle est amorphe, elle ne s'engage pas, elle n'est pas déterminée, elle ne se réveille pas. Si on vous désarme, excusez-moi. Comment on les a désarmés? Comment on les a désarmés? On a désarmé la jeunesse en l'empêchant d'aller chercher la connaissance, en réduisant le financement par exemple de l'éducation. Or, le cœur d'une nation, c'est l'éducation. Si on n'a pas une bonne éducation, on n'aura pas une bonne jeunesse. Et si on n'a pas une bonne jeunesse, notre pays, je ne sais pas qui on nous a laissé. Et vous dites on, je ne sais pas qui c'est on. Les dirigeants. Je parle des pouvoirs politiques africains en général. Les pouvoirs politiques en Afrique n'ont pas souvent le choix.
justement... Quand vous n'avez pas l'argent, quand vous n'avez pas, je dois dire... Si, on a l'argent. Ah oui, sérieusement? Comment ça? Si, on a l'argent, On a l'argent, parce qu'en fait, aujourd'hui, moi j'ai du mal avec ce langage, parce qu'il y a beaucoup qui disent on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. L'argent existe, sauf que l'argent est mal orienté. Okay. C'est ça en fait. Okay. Aujourd'hui, vous allez remarquer dans beaucoup de... Déjà c'est ce que je critique vraiment dans les programmes d'ajustement structurel. Parce que dans les programmes d'ajustement structurel, en fait, les gouvernements étaient censés privatiser les entreprises et les entreprises privées qui ont repris les entreprises, toutes les entreprises nationales devraient développer notre économie. Et l'État doit se concentrer sur le régalien. C'est que, et réguler aussi, pour permettre l'équilibre. Exactement. Sauf que, en fait, dans ces contrats, ces entreprises, quand ils viennent chez nous en Afrique, ils recrutent que chez eux, en fait. Ils ne recrutent pas nos jeunes. Parce que là, c'était le deal. Donc, ça veut dire, en fait, que là, c'est pourquoi je parle souvent d'ambiguïté. Parce que là, souvent, en assurance, on dit, quand il y a de l'ambiguïté, alors ça profite à une seule personne. Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas du tout ce qui se passe, en fait. Et franchement, vous avez tout, avec la technologie, l'innovation, c'est les jeunes qui font de l'innovation. Pourquoi la jeunesse ailleurs fait de l'innovation émerge et nous, notre jeunesse n'émerge pas? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Donc nous, aujourd'hui, en tant que jeunes, c'est le moment d'interpeller nos dirigeants pour leur dire, regardez un peu de notre côté, écoutez-nous, parce que nous avons des solutions. Écoutez-nous et ensemble, nous allons nous asseoir et discuter et on va vous proposer des solutions. Parce que c'est sûr que dans chaque gouvernement, ils essaient de faire des choses. Mais faire une politique de jeunesse sans un plan défini et un dispositif pour vraiment couvrir, parce que nous avons trois catégories de jeunesse. Nous avons les jeunes qualifiés, les jeunes semi-qualifiés et les pas qualifiés. Et ça, dans une politique de développement de jeunesse, on doit prendre en compte toutes ces trois catégories pour mettre en place des politiques précises en fait, en fonction de chaque catégorie. Comment on fait ça quand on n'a pas justement les moyens? Parce que, on a les moyens. Écoutez, un maire par exemple qui doit construire des écoles et qui a un budget assez limité, alors que je dois dire la population s'accroît dans sa commune. Je crois qu'on a fait un rapport tout dernièrement où on a montré que même si on arrêtait tout de suite les naissances, la capacité d'une commune, dont je ne vais pas citer le nom aujourd'hui, sa capacité à construire des salles pour déjà scolariser ceux qui sont déjà nés, cela est étalé sur environ près d'une cinquantaine d'années. Ok, du coup, moi je vais vous donner un exemple tout simple. Un exemple vraiment basique. Dans ce pays, on nous a dit, bon, je prends le cas de mon pays, le Bénin. On nous a dit que il n'y a pas d'argent, mais avec le nouveau régime, on a quand même vu qu'il y a des routes qui sortent. C'est les emprunts obligataires. Mais pourquoi ne pas faire des emprunts obligataires pour venir? Il y a plusieurs leviers pour aller chercher des financements. Et le ministère des Finances est là pour ça. Parce qu'il faut chercher des leviers parce que quand on a une politique sur la table et tout est clair, précis, on sait comment nous allons mettre en place cette politique. Pour l'évaluation est faite et tout est bouclé. Maintenant, on va chercher le financement. Pour moi, c'est ça en fait. Il faut d'abord mener la politique d'abord avant d'aller chercher. Il faut la concevoir, la mettre sur pied, justement. Pour que ce soit clair pour la jeunesse. Parce que souvent, dans les pays africains, ce que j'ai vraiment du mal à ce que tout est concentré et on n'explique pas. Vous voyez, par exemple, je suis sûr qu'au Bénin, il y a des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour la jeunesse que même les jeunes ne savent pas. C'est sûr et certain. Peut-être qu'ils sont occupés, ces jeunes, parce qu'on les voit surtout omniprésents sur les réseaux sociaux, distraits tout le temps, ils veulent être dans les loisirs. Je suis d'accord avec vous. Mais sauf que, en fait, ça c'est un problème. Et ça, le gouvernement est là pour réguler aussi les réseaux sociaux. Je suis désolé, ailleurs ils le font. Donc il faut vraiment que le ministère qui s'en occupe vraiment régule ça parce qu'aujourd'hui on a des mineurs qui restent sur les réseaux sociaux à longueur de temps, c'est pas normal. Il faut tout réguler en fait. Et nous avons des spécialistes ici qui peuvent le faire pour réguler les réseaux sociaux. Ou carrément les supprimer si ces réseaux sociaux ne veulent pas s'appliquer et se conformer à nos règles et à nos lois en fait. Donc aujourd'hui je suis vraiment peiné de voir que notre jeunesse, parce que j'ai vu presque les amis, mes amis de promotion, ils sont tous laissés, des gens qui étaient des génies, on va dire, ça je le dis clairement, ils étaient des génies, ils avaient pas, mais ils ont la volonté. Et je connais même des gens, moi je vais vous dire quelque chose, je connais des gens,
qui ont fait des diplômes à l'extérieur, qui viennent dans nos pays d'Afrique pour développer des entreprises, pour recruter, mais on les empêche de le faire parce qu'ils n'ont pas donné des pots de vin à X ou à Y. Et ça se passe dans tous les pays. Alors, j'ai un chiffre assez intéressant qui concerne la jeunesse. L'Afrique abrite la population la plus jeune du monde avec plus de 60% de ses habitants âgés de moins de 25 ans. Et vous dites que c'est une puissance économique, ça? Comment ça? Ah oui, justement, ouais, c'est un piège quand chaque fois qu'on nous dit oui, il y a trop de naissances, il faut réguler. C'est vrai qu'il faut réguler les naissances. Oui, on ne va pas faire quand même 20 gosses par famille. Voilà, exactement. Sauf qu'en fait, cette puissance, elle est recherchée par l'Occident. Aujourd'hui, l'Italie vient de régulariser 400 000 étrangers et africains. 400 000. Oui. Et l'Espagne est en train de vouloir, comment on appelle, régulariser 600. Oui. Et en fait, il y a aujourd'hui, parce que la population à l'est occidentale, elle est vieillissante en fait. Donc, ils ont besoin de cette poussée. Du coup, en fait, aujourd'hui, nous, on n'a pas compris en fait, que en fait, une jeunesse qui a de la connaissance, qui a de la matière grise, une jeunesse de qualité en fait. Il faut qu'on ait une jeunesse de qualité pour pouvoir profiter de cette démographie. Mais si on ne fait pas, si on ne donne pas les armes, le financement nécessaire à la jeunesse d'aller chercher, d'aller chercher, comment on appelle, cette qualification, cette qualification, là. Très bien. Là, on va se retrouver dans un cercle vicieux où la démographie sera un problème pour nous. Parce qu'une bonne démographie est très très bien pour une économie. Regardez, il y a des pays qui n'ont pas une économie forte, mais à cause de leur poussée démographique, ils sont parmi les plus riches. Je prends le cas comment on appelle, des pays comme le Bangladesh, tout ça. Mais c'est parce qu'il y a une main-d'œuvre de qualité là-bas. C'est pour ça que ces pays sont parmi les plus riches. Or, ils ne sont pas normalement sur le plan sauf économique. Que nous, à notre niveau, on a tellement de jeunes à nourrir, à qui trouver un emploi, qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour justement leur accorder ça. Vous venez de dire à qui trouver un emploi. Oui. On est tous unanimes que le gouvernement ne peut jamais absorber toute... Il y a des politiques qu'il faut mettre en place, d'accord? Oui. En fait, par exemple, moi je prends le cas de l'entrepreneuriat. Oui. Parce que ça, c'est un levier pour vraiment, pour vraiment que la jeunesse participe à l'économie et au développement économique. Mais aujourd'hui, de vous à moi, quelle banque peut faire un prêt à un jeune au Bénin? Je prends l'exemple tout bête. Aucune banque. Parce qu'il n'a pas de terre. Déjà, il n'a pas de terre. Parce que souvent, si vous avez des terrains, on vous dit, bon, vous mettez les terrains en garantie, mais il n'y a pas de financement. Mais vous le faites. Mais la faute est aux jeunes ou la faute est aux banques? Non, la faute est à l'État, moi. Pourquoi? Je vous dis, parce que l'État doit mettre en place des fonds de garantie. C'est ça, en fait. L'État doit mettre en place des fonds de garantie pour permettre aux jeunes d'aller chercher ces financements. Parce que vous prenez les jeunes de l'EPAC, les jeunes de la faculté de mathématiques, les jeunes en économie, ces facultés qui forment des profils très techniques. Il faut vraiment les accompagner parce que c'est là où se trouve l'innovation dont on parle. Parce qu'il n'y a que les jeunes qui font l'innovation. Et ça, je le répète encore, il n'y a pas de solution. C'est les jeunes qui font l'innovation. Il faut leur donner juste les armes pour le faire. Et en fait, si un gouvernement réussit à intégrer ce système, ce gouvernement est à l'abri parce que la jeunesse va faire tourner l'économie et l'État pourra prélever des taxes et des impôts facilement et l'économie roulera tranquille. Du coup, la jeunesse est un jeune qui crée une entreprise peut minimum recruter au moins 10 personnes. Et je parle d'entreprise, je ne parle pas d'emploi précaire et non d'emploi de qualité. Parce que souvent dans les statistiques de presque tous les gouvernements d'Afrique, ils prennent en compte les vendeurs de crédit MTN. C'est pas ça. C'est pour en fait, souvent quand on publie les chiffres de la réduction du chômage, j'aimerais savoir, mais quelles sont les variables que vous avez utilisées? Quelles sont les données qui ont été prises en compte? Ces questions, personne ne pose ces questions en fait aujourd'hui. Et c'est très grave. Parce que moi, dans un pays où on a des économistes de renommée dans ce pays, mais les gens ne se posent pas ces questions. Moi, je veux savoir quelles sont les variables. Il faut interroger peut-être les études qu'ils publient ou, enfin, pas moi, les notes qu'ils sortent pour comprendre un peu quels sont les éléments qu'ils prennent en compte pour sortir justement leurs chiffres. Mais non, en fait, déjà, c'est à eux de communiquer, c'est ça. Déjà. C'est à eux de communiquer. Et franchement, on peut faire de cette jeunesse vraiment le moyen faible de notre économie. Et non souvent prendre les jeunes comme... J'ai entendu d'autres politiciens qui disent que les jeunes, c'est des fainéants. C'est faux, c'est pas vrai. C'est paresseux. On voit des jeunes qui passent toute la journée sur Internet. Aujourd'hui, les plus crédibles. Regardez un peu les modèles aujourd'hui, les modèles de jeunesse aujourd'hui. C'est les modèles qui, ma foi, se mettent nus sur Internet, qui bombent le torse, qui brandissent de l'argent, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils obtiennent de l'argent, etc. C'est leur modèle aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Maintenant, à qui la faute?
C'est la question qu'il faut tous se poser. À qui la faute? Nous sommes, dans des pays démocratiques, nous sommes en Afrique, mais quand on parle d'État, c'est un contrat social. L'État signe un contrat avec chaque individu de la nation. Donc ça veut dire que l'État garantit l'avenir à chaque habitant de la nation. Du coup, en fait, aujourd'hui, c'est à qui la faute? Parce que si ces jeunesses ne sont pas perdues, ils ne seraient pas là-bas. Parce que déjà, c'est là que je parle de la manipulation, par exemple. Vous allez remarquer, en fait, quand c'est bientôt, c'est 2026. Les élections au Bénin, ça s'approche. Vous allez voir les discours politiques. Ils vont tous dire jeunesse H24 ou panafricanisme H24. Mais on sait tous que c'est du pipeau, c'est de la manipulation. Parce que quelqu'un qui dit je veux réduire le problème, je veux m'attaquer à la question de la jeunesse, bah, tu viens présenter ton plan Oui, mais si la jeunesse elle-même ne demande pas le programme. Non, mais non, franchement, ça. Aujourd'hui, les jeunes, ils votent. Et tout le monde le sait, ils votent pour celui qui a donné de l'argent à la veille du vote. C'est pourquoi je parle de manipulation. Et c'est très grave, il faut qu'on revienne à la vraie politique. Il faut qu'on revienne à la vraie politique où chaque pouvoir politique viendra devant la nation expliquer ce qu'il veut faire et non voter pour de l'argent. Et ça, je pense que le président actuel avait parlé de ce sujet quand il était venu aux affaires. Et c'est vrai, c'est un véritable problème. Et ça, il faut vraiment qu'on bannisse ça. Et en fait, les gens surfent sur la misère de la jeunesse. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a pas un réel envie de sortir cette jeunesse. Parce que ça arrange en fait certains. Non, je vous le dis, ça les arrange. Et dans tous les pays, je ne parle pas du Bénin, c'est dans tous les pays en fait. Dans tous les pays d'Afrique, ça les arrange. Même en Occident, la jeunesse est un peu instrumentalisée, mais là-bas, il y a un peu plus de matière parce qu'il y a des politiques déjà qui font que dans la transition école et marché du travail est déjà assuré en fait. Et tout ça, pourquoi si les autres l'ont fait, ils n'ont pas de tête. Franchement, ils n'ont pas de tête. C'est juste une volonté politique. C'est juste une volonté. Et comme vous l'avez vu, peut-être dans mon livre, j'ai exposé des solutions. Oui, absolument. On reviendra aux solutions tout à l'heure. Vous aviez déjà d'ailleurs commencé par la question de l'éducation. Mais je veux bien constater cette jeunesse que vous aviez remarqué connectée H24. Comment est-ce qu'on profite de cette jeunesse-là en même temps dans un contexte d'explosion, je dois dire, de réseaux sociaux, de l'Internet, etc., où l'information qui vient d'ailleurs n'est pas forcément dans la bonne direction des États ou des pouvoirs qui sont en place. Exactement. C'est pourquoi je dis toujours, tout est une question d'organisation. Vous voyez les réseaux sociaux aujourd'hui qui nous ont envahis, c'est vraiment une source d'économie très importante. Ah ouais? Oui. Et ça, franchement, je sais comment on peut transformer ça en une économie très importante. Il faut juste réguler ce secteur. Vous avez vu aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu. Et ça, c'est de l'économie. Sauf que les gens, parce qu'en fait, ils sont obligés d'aller s'identifier dans d'autres pays pour pouvoir avoir des revenus, c'est ça. Mais nos gouvernements peuvent négocier avec les responsables de ces plateformes pour pouvoir créer de la monétisation dans nos pays. Et maintenant, après, dès que mais tout le monde ne va pas être web humoriste dans le pays. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, je suis désolé que c'est devenu une économie que même en Occident, on a régulé. Il y a des taxes, il y a des impôts, il y a tout. Non, c'est vrai. En fait, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit, le monde est dynamique. Donc, vu que le monde est dynamique, il faut s'adapter à la nouveauté. Donc, en fait, du coup, pourquoi je parle de réguler ce secteur? Parce que, en fait, on ne peut pas laisser n'importe qui publier n'importe quoi. Vous voyez, quand vous prenez TikTok Chine, si TikTok Chine, vous n'avez pas besoin de méditer, vous allez voir que des programmes éducatifs, tout ce qui est patriotisme. Et donc, en fait, je vous dis, on peut réguler tout ça pour que toute personne qui viole le code, qui viole les lois, mais l'État est là pour les frapper. On ne va pas être sérieux tout le temps, non? Non, mais s'il faut être sérieux dans une nation. Tout le temps, toute sa vie? Non, il peut y avoir des moments de détente, je crois que oui. Je sais, mais en fait, quand on parle de détente, mettre sa nudité sur les réseaux, c'est pas de la détente. Et vous parlez de révolution digitale. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière? La révolution digitale dont je parle, en fait, je parle de jeunesse connectée souvent dans les pages du livre. La jeunesse, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, toute la jeunesse africaine, on se parle tous. Avant, on ne se parlait pas. Chacun était retranché, les Ivoiriens étaient là-bas, les Béninois, chacun était retranché. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on est tous connectés. On s'est rapprochés. On s'est très rapprochés. Et vous allez voir en fait qu'on peut utiliser, les jeunes, on peut utiliser ces réseaux sociaux
pour interpeller les responsables. Parce qu'aujourd'hui, tous les gouvernements sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui et ils voient tout ce qui se passe. Ouais. Donc, au lieu d'utiliser les réseaux sociaux d'une mauvaise manière, on peut l'utiliser pour interpeller nos autorités sur des injustices. Comme ça. Hier, j'ai entendu sur votre canal le drame qui s'est passé à Parakou, mais c'est grâce à ces réseaux sociaux. Aux réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser ces réseaux sociaux pour faire des revendications pacifiques, interpeller nos chefs pour dire nous on a tel problème, ou même dans l'administration. J'en ai parlé dans mon livre. Les histoires de bourse, tout ça, il y a trop d'injustice dans ce pays en fait. Et dans presque ici et ailleurs, il y a beaucoup d'injustice en fait. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut l'utiliser de manière positive. C'est vrai qu'elle a beaucoup de mauvais côtés aussi. C'est pour ça en fait, je dis l'État est là pour réguler ces mauvais côtés. Et parce que en fait, normalement, dans chaque l'État doit avoir bon, c'est sûr qu'ils ont déjà. Ça c'est sûr. Il n'y a rien à faire, c'est sûr. Donc je veux que ces personnes qui s'occupent des réseaux sociaux travaillent réellement sur la politique des réseaux sociaux et non que le gendarme des réseaux sociaux. Il faut travailler sur une politique des réseaux sociaux pour réguler en fait tout ça. Parce que ces réseaux on prend les réseaux sociaux, il y a de l'e-commerce aujourd'hui au Bénin qui se développe. Et vous avez vu, le gouvernement est en train de digitaliser tout. Le gouvernement s'adapte aussi. Donc ça veut dire en fait plus il y a de l'e-commerce, plus il y a de l'argent, donc on doit réguler. Ouais, donc c'est pour ça que je dis que les réseaux sociaux sont plutôt une source d'économie pour nous. C'est à nous de savoir comment l'utiliser. Et bon, protéger notre jeunesse parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, il y a des mineurs qui sont sur les réseaux sociaux, c'est pas normal. C'est pas normal. Et qui ont accès facilement à Internet. Par exemple, vous prenez le cas, il y a des pays déjà qui ont interdit TikTok par exemple. Parce qu'ils ont interdit TikTok. Et bien dans certains pays, si vous n'avez pas minimum 17 ans, 18 ans, vous n'allez pas sur les réseaux sociaux. Oui. Donc voilà. Entre autres solutions, vous préconisez une bonne éducation. Oui. Mais l'éducation, ça coûte cher. Je sais. Vous savez pourquoi elle coûte cher? Non. Parce que c'est le cœur même du développement. Okay. Du coup, moi, je pars du principe où il faut former, il faut éduquer les infrastructures. Surtout, moi, c'est ce qui m'épate souvent dans les autres pays, c'est comment les laboratoires sont développés. Sont équipés. Les laboratoires sont équipés, donc ça veut dire qu'il y a de la matière. Et là si on construit les laboratoires dans les écoles, et pendant on prend la faculté de mathématiques, la faculté de mathématiques, aujourd'hui il y a l'intelligence artificielle qui est en train de prendre l'envol, on peut insérer dans les... C'est vrai que peut-être qu'ils l'ont fait, mais je ne sais pas à quelle hauteur et à quel niveau. Il faut insérer parce qu'il n'y a que eux qui peuvent le faire. L'intelligence artificielle, c'est que les maths. C'est les maths. Et c'est qui fait les maths au Bénin? C'est la faculté. Donc il faut leur donner des armes, il faut construire des laboratoires pour qu'ils puissent aller faire des tests là-bas. Oui, il faut faire des tests pour voir est-ce que la solution ça marche ou pas et collaborer avec le gouvernement. Ouais, si le gouvernement a un problème, on peut prendre une équipe qui est déjà disponible pour aller travailler et non aller chercher encore des consultants à l'international pour payer encore plus cher. Donc franchement, on a beaucoup de leviers et on peut se développer même sans quitter son pays en fait. Et c'est ça que j'essaie de partager avec mes frères africains et surtout les jeunes parce que souvent, comme vous l'avez dit, il manque. Aujourd'hui, beaucoup sont découragés. Ils sont tous découragés et ils ont lâché l'affaire. Non, ils ne doivent pas lâcher l'affaire. Ils doivent se lever pour proposer des solutions. Parce qu'il y a des gouvernements qui ont la bonne foi, qui veulent vraiment développer, mais ils ne savent pas comment le faire. Parce que les gens pensent qu'en fait, créer des formations, financer 2-3 formations. Oui, financer c'est bon, mais après la formation, qu'est-ce qu'on attend? Bon, moi, récemment, j'ai un ami qui m'a contacté, qui m'a parlé d'une formation. Je vais taire le nom d'une institution ici au Bénin, d'une formation, et on les a promis les CDI à la clé, signés avec des contrats. Ah oui? Oui, CDI à la clé, signés avec des contrats. Mais à la fin de la formation, c'est silence radio. Ils appellent tout le monde jusqu'à présent. Et le programme a été financé par les institutions. Et l'organe de formation était à l'extérieur. Donc c'était un truc très sérieux. Mais là, ça fait il y a 3 mois, 6 mois, ils sont sans nouvelles. Et ils contactent rien ne bouge. Donc je ne veux pas créer de polémique dans le pays. Allez, vous avez parlé, c'est le moins auquel je m'attendais, c'est le panafricanisme. Que vient chercher encore ce mot dans un contexte où il faut travailler pour faire avancer son pays, faire développer son pays? C'est ça, en fait. Aujourd'hui, en fait,
on a une temps, parce que je veux vraiment parler du panafricanisme, parce que c'est l'actualité aujourd'hui. Beaucoup sortent sur ça, que ce soit les pouvoirs politiques, que ce soit les politiciens, que ce soit beaucoup de jeunes qui sont panafricanistes. Donc moi, en fait, aujourd'hui, j'ai mon panafricanisme personnel. Moi, ma vision du panafricanisme, oui, c'est quoi? Moi, je prône plus le panafricanisme économique. Ok. Je ne suis pas ça consiste en quoi? Ça consiste à ce qu'on fasse du business entre nos pays africains. Oui, le Nigeria à côté, c'est la puissance énergétique. On échange avec le Nigeria? Oui, on échange, mais pour moi, c'est pas assez. Pour moi, pas assez, oui. Maintenant, tous les pays, en fait, on doit faire du business entre nos pays africains, et parce qu'on sollicite trop la Chine, tout ça, mais ce que les gens devraient encourager, c'est le business entre nous. Et non, on ne fait pas du business on ne fait pas assez indépendamment des désirs ou des besoins des populations. Mais pourquoi non, là, on ne parle plus de population, là, on parle d'État, là. On ne parle plus de population, là, parce que là on parle d'État, parce que on a le ministère des Affaires étrangères, de deux pays connectés qui peuvent faire des affaires. Nous avons nos ministres, nos responsables se déplacent dans d'autres pays pour faire des affaires. Donc moi, c'est mon souhait. Donc peut-être que ça peut arriver, Dieu merci, si ça arrive. Mais si ça n'arrive pas, alors c'est quand même grave, parce que moi, je ne suis pas pour le panafricain que d'autres personnes prônent, anti-Occident, tout ça. Non, il faut arrêter tout ça, c'est depuis que ça n'arrivera pas. Comment ça n'arrivera pas? Déjà, on a découvert que c'est quoi le concept du panafricanisme? Oui, on a découvert que les pouvoirs en Afrique n'ont pas cette indépendance pour pouvoir agir librement au profit du développement de leur pays. On a vu des ingérences des États. Vous vous rappelez certainement les conditions dans lesquelles un certain Kadhafi a été tué. Vous voyez comment est-ce que Laurent Gbagbo est parti du pouvoir. Ça, c'est des cas qui sont un peu connus. On connaît toutes les pressions que certains gouvernements ont. Donc, on peut comprendre ces panafricanistes qui disent laissez coller la paix à l'Afrique. Oui, je suis d'accord. Mais pourquoi, avant de coller la paix à l'Afrique, c'est que vos économies fonctionne comment? En fait, moi j'aime bien qu'on fasse de la politique, parce que souvent c'est juste le langage politique est différent de la réalité économique. Vous prenez les économies des pays africains, la plupart des pays africains, le budget est financé en majorité par les pays occidentaux. Déjà, avant de parler de panafricanisme, déjà il faut chercher déjà à être indépendant financièrement. Vous n'êtes pas indépendant financièrement, on ne peut pas faire du panafricanisme si on n'est pas indépendant financièrement. Je suis désolé, c'est une réalité. Il faut laisser les discours politiques que les politiciens viennent nous verser sur les réseaux là. Non, il faut laisser ça. Il y a des réalités, qu'il faut. C'est pourquoi moi je vais beaucoup sur le côté économique. Le côté économique, c'est ça qui donne l'indépendance. Et souvent, vous avez parlé d'ingérence. L'ingérence ne date pas d'aujourd'hui et elle continuera à émerger. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde de puissance. Et quand déjà, même, je prends le cas terre à tête des êtres humains, nous-mêmes déjà, si vous avez de l'argent plus que l'autre, vous plaisez plus que l'autre, on aime vraiment aplatir l'autre déjà. Donc c'est comme ça en fait. Regardez, même les puissances là-bas, entre eux, il y a les élections des États-Unis, il y a toujours de l'ingérence. Absolument. Donc l'ingérence sera partout, mais c'est à nous juste de protéger nos biens, comme on dit, et de ne pas. Souvent, c'est la corruption, souvent. Parce que les gens, ils viennent, vous avez une mallette d'argent à côté, on vous dit de signer le contrat, vous ne lisez même pas, vous signez. Tranquillement. Après, bonjour les dégâts. L'ère équivoque, manipulation, jeunesse sacrifiée et révolution en réseau. Donc franchement, c'est un livre que je conseille rapidement, justement, pour conclure. Franchement, j'encourage toute la jeunesse africaine à lire cet ouvrage parce que ça va vraiment les apporter beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Même il y a des jeunes, ça va les ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent en fait l'importance dans une nation. Parce que souvent la jeunesse, on les traite de tout et de rien, mais ils doivent comprendre qu'eux, ils ont vraiment des objectifs. Et surtout, en fait, vous avez remarqué que la jeunesse africaine ne fait pas de la politique. On les a tous chassés de la politique. Ah bon? Oui. Pardon, moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, dans mon quartier, on disait, je vais parler le fond, parce qu'on disait, il n'y a pas pour nos politiques. Mais c'est faux. Aujourd'hui, les jeunes s'engagent de plus en plus. Oui, aujourd'hui, encore heureux, c'est bien. Donc, il faut encourager, il faut s'engager en politique et maintenant, mais défendre la bonne cause. Il ne faut pas faire de la politique pour faire de la politique. Il faut avoir des convictions d'abord. Parce que la politique, c'est des convictions. Nassirou Orou, merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à samedi prochain.